évidemment que j'ai eu des phases comme ça toute ma vie, j'ai eu que des phases comme ça, mais là, on est sur un sport que je maîtrise. On n'est pas sur la PTL ou le marathon des sables. Là, je suis sur des intensités qui seront extrêmement basses pour moi. Enfin, je sais pas combien de watts je développe à ce moment-là, mais je pense que je suis à 150 watts. Je suis à une moyenne de ce que je développe sur 25 jours, quoi. Et j'avance vraiment pas, quoi. Avant de lancer cet épisode, je voulais te présenter Vive Allure, un magasin de cycle spécialisé dans les vélos de route et gravel à Bonneville, proche de chez moi en Haute-Savoie. Si tu es de passage dans la région ou bien que tu habites à proximité, je ne peux que te conseiller ce shop convivial où les conseils de Cléa et Pierre-Antoine sont avisés. Tu y trouveras des marques de qualité telles que les vélos Ridley, mais également un service atelier qui saura prendre soin de ton vélo. Et si tu es à la recherche de convivialité, Vive Allure organise des sorties gravel qui seront l'occasion d'échanger entre passionnés lors de la sortie. J'espère que tu éprouveras autant de plaisir que moi à découvrir et à revenir voir Cléa et Pierre-Antoine chez Vive Allure. Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue au podcast Les Joies du Sport, le podcast qui vous permet de suivre une aventure avant même qu'elle ne commence. Dans ce format, des invités viendront te présenter leurs futurs projets sportifs, que ce soit une course avec dossard ou bien un projet off, et cela à 2 reprises. Mais pourquoi 2 interventions sur un même sujet ? C'est peut-être la question que tu te poses. Sache que ces 2 épisodes te permettront une immersion totale dans le projet. Lors du premier épisode, enregistré avant l'événement, ce sera l'occasion de découvrir notre invité et d'en apprendre plus sur le défi qui l'attend et comment il s'y est préparé. Nous découvrirons également comment il intègre son entraînement dans sa vie personnelle et professionnelle. Nous discuterons de ses sensations à l'approche de l'événement ainsi que ses attentes sur ce défi. Et si tu écoutes cet épisode dans les premiers jours de sa sortie, cela te permettra de suivre l'aventure en direct via les informations qui te seront données par l'invité ou via le compte Instagram du podcast, @lesjoiesdusport.podcast. Lors du second épisode, qui sera enregistré après l'événement, que le projet soit couronné de succès ou parsemé de difficultés, l'invité te partagera son expérience lors d'un débriefing complet et nous analyserons la différence entre les attentes et les résultats obtenus. Et ce sera également l'opportunité de connaître ses futurs projets. Maintenant que tu connais le concept, je te laisse avec l'invité du jour. J'ai le plaisir de recevoir Steven Le Yarrick, mais avant de commencer, si tu n'as pas encore écouté l'épisode 6 du podcast, dans lequel Steven nous parle de sa préparation à l'Atlas Mountain Race, je t'invite à le faire avant d'écouter cet épisode. L'épisode d'aujourd'hui va être l'occasion de découvrir la course de Steven, une course qui ne s'est pas déroulée comme prévu, pour diverses raisons. Mais je vais laisser Steven nous raconter tout ça. Bonjour Steven, j'ai hâte d'échanger avec toi sur cette course qui a eu de nombreux rebondissements. Mais avant tout, comment tu vas et comment tu te sens aujourd'hui ? Ça va. Non, j'ai tourné la page. C'était très dur pour moi parce que j'abandonne jamais, parce que je m'étais engagé auprès d'un ami proche qui s'appelle Adrien. Et voilà pour le reste, je m'en fous. Au fond, c'est pas bien grave dans ma carrière, c'est pas bien grave dans le déroulé de ma vie, mais c'est toujours difficile d'échouer, de se dire, en fait, en gros, je me suis engagé à faire quelque chose pour le faire bien. Et comme beaucoup de choses dans la vie, on peut pas tout bien faire constamment. Et là, clairement, j'étais pas enclin à faire une course de 1300 km, je pense. Et surtout, je pense que j'étais assez malade depuis une dizaine de jours. Ouais. Merci en tout cas pour l'introduction. Si tu veux bien, on va reprendre un petit peu une semaine, en tout cas avant le départ de cette course. Donc toi, tu étais déjà sur place au Maroc. Et à quel moment, du coup, Adrien t'a rejoint au Maroc ? On avait prévu de se rejoindre à 5-7 jours de la course. Après, il a eu des problèmes sur l'acheminement de son matériel, de son vélo et tout. Et du coup, un peu de galère pour lui surtout. Il est arrivé, il est allé tout de suite rouler en altitude. Et puis, on s'est retrouvé à ouais, J-5, J-6. Et puis, on a préparé la course tranquillement. Moi, de mon côté, puisque enfin, on a fait 2-3 sorties ensemble. Et puis après en fait,
j'ai dû aller à Marrakech pour régler des trucs et puis retrouver Justinas aussi, qui est un autre ami avec qui je devais passer du temps, notamment faire chambre. Et Adrien était dans un autre lieu avec sa copine Sophie qui a également participé à la course. Donc j'ai laissé Adrien dans sa bulle et puis voilà, il n'était pas du tout stressé, moi non plus. Et après, il y a eu pas mal de petits changements au niveau de l'organisation qu'on va évoquer, mais ouais, qui ont Oui, on va pas arriver mal gentiment. basculé Ouais. ma logistique et la logistique de tout le monde. Ouais, donc effectivement, avant d'arriver sur ce point-là, surtout que toi, tu avais un impératif en termes de délai. Avant de parler de tout ça, il y a un truc qui est ressorti en tout cas par rapport aux stories que tu as posées et tout ça. Et d'ailleurs, je t'en remercie parce que c'était assez complet. Ça permet de suivre vraiment l'aventure au quotidien. Et moi, c'est ressorti vraiment comment dire, une très bonne ambiance en tout cas d'avant-course. Toi, comment tu as ressenti ce moment-là? Ouais, bah nous c'est pas le Tour de France en fait. Ouais, nous c'est pas le Tour de France. C'est des épreuves qui sont engagées, qui sont difficiles, qui sont certainement parmi les plus dures du monde en vélo. La classe Mountain Race fait partie des monuments aujourd'hui, même s'il y a des courses plus longues, plus dures, plus mythiques. La classe fait partie des courses qu'il faut faire, qu'il faut gagner quand on a un certain niveau, comme peuvent en faire partie l'UTMB ou la Diagonale des Fous, d'autres en running. L'Atlas, c'est une Western States ou une course du genre. Donc faut être présent, faut essayer de performer, essayer de faire du mieux possible. Moi, c'était la troisième fois que je la faisais. Et après, retrouver des garçons comme Adrien, retrouver Justinas, retrouver plein de copains, c'est toujours cool. C'est des gens qui habitent aux quatre coins du monde et qu'on retrouve uniquement sur ces courses-là. Et ouais, moi, je pars du principe qu'il faut que ça reste un jeu, même s'il y a un peu d'enjeu. Je veux que ça reste un jeu. Et pour ça, il faut partager, il faut rigoler, il faut jouer. Et ouais, on a bien rigolé avec Justinas. J'ai bien rigolé avec un peu tout le monde de l'orga. J'étais assez détendu malgré la pression constante des autorités sur l'organisation. Tous les concurrents étaient assez détentes jusqu'à 24-25 heures du départ. Après, il y a eu deux, trois changements, mais sinon, au global, ça allait pas mal, ouais. Avant d'aborder ça, j'avais une question aussi qui a été posée par un auditeur. C'est au niveau de la prépa d'avant-course. Est-ce que toi, tu arrêtes un petit peu le vélo ou finalement ton entraînement il est continu jusqu'au départ de la course? Bah, ça dépend. Cette question, elle veut rien dire parce que, en fait, si je prépare cette course-là est placée en février. Il y a des coureurs qui font rien pendant 5 mois et puis ils s'entraînent pendant 2 mois pour préparer l'Atlas Mountain Race. Ou bien ils s'entraînent au contraire pendant 5 mois à bloc et ils font rien pendant 2 semaines avant la course. Moi, je revenais du Chili, je venais de faire 5000 km, j'étais fatigué. Clairement, après le Chili, il fallait trouver un protocole de récupération et de préparation qui était le plus ou le moins mauvais possible. Le plus intéressant aurait été pour moi de préparer cette course parfaitement, de faire des volumes de travail assez conséquents, mais pas trop non plus, passer du temps en altitude. En fait, faire tout ce qu'a fait Adrien et tout ce qu'ont fait ceux qui ont préparé cette course et qui sont pratiquement tous dans le top 10. Moi, il s'avère que j'avais 2 à 300 km par jour pendant 20, 25 jours, voire 30 jours au Chili, en altitude, avec des conditions climatiques très difficiles. Et j'étais mort, quoi. J'étais très fatigué. J'étais très fatigué de ma saison précédente, qui s'est terminée en octobre ou novembre. Et puis j'ai enchaîné avec ça, novembre-décembre, quoi. Donc un peu cramé. J'ai récupéré 15 jours et puis j'ai décidé de retourner au Maroc, m'entraîner un mois assez tranquillement avec des semaines entre 3 et 500 km, ce qui est vraiment très, 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 très peu pour des cyclistes ultra-endurance qui préparent ce genre de course. Moi, je fais plutôt des blocs de 6 à 1000 km, 600 km à 1000 km par semaine. Et voilà. Alors, je sais toujours pas si soit j'étais pas prêt, soit j'étais surentraîné, soit désentraîné, soit fatigué, soit en semi-burnout. Je pense que c'est un mélange un peu de tout ça.
Et surtout, je pense que je suis un peu tombé malade dans les 3-4 jours précédant l'épreuve, on va dire 30% des participants qui ont eu soit des problèmes gastriques, soit des problèmes avec l'alimentation, soit qui ont eu des problèmes, divers problèmes avec leur respiration et tout ça. Et donc voilà, moi je coupe toujours. Après, moi je m'entraîne tous les jours. Hein. Un jour où je m'entraîne pas, c'est un jour où je fais 2-3 heures de vélo, quoi. Euh, Clairement, la veille de la Tour Divide, par exemple, c'est le seul jour où j'ai pas roulé des 45 jours avant la Tour Divide, alors que c'est une course de 4000 km. Voilà, j'ai fait 3 fois 15 minutes la veille du départ de la Silk Road. Enfin, après moi, c'est mes protocoles à moi quand j'étais coureur. Enfin, quand je courais en élite, en amateur élite, des fois je faisais 3 heures la veille des courses. Ça veut rien dire en fait. Je pense chacun a son protocole, chacun a son truc, mais je pense que ça sert à rien de se faire du repos complet pendant 20 jours. Ça serait la pire des conneries, surtout si on s'est entraîné avant, quoi. Mais en tout cas, merci pour la réponse. En tout cas, je pense que l'auditeur il retrouvera la réponse dans ce que tu as dit. Tout à l'heure, tu nous parlais de l'ambiance, était vraiment détendue jusqu'à un certain moment. À quel moment en fait ça a basculé et comment en fait comment ça s'est passé à ce moment-là? Euh, En fait, tout le monde savait qu'il allait avoir une météo maussade la journée du départ. Le départ, il faut savoir que sur la place Mountain Race, depuis 2 ans, il est donné à 18 heures. Du coup, c'est un peu l'enfer en termes d'organisation pour beaucoup, beaucoup de gens. Mais ça en arrange aussi certains qui arrivent la veille, du coup, à peu près à la même heure, et ça permet de pas être dans le rush, de se dire, on fait le brief un peu en montant son vélo, et le lendemain matin à 6 heures du mat, ça part comme beaucoup de. Là, Nelson, il met le départ. Ça permet aussi d'avoir Marrakech un peu facile, on va dire, le vendredi soir à 18 heures. On sort vite de Marrakech, puis après, on fait la première partie dans la nuit. Il y a un peu moins de chaleur, un peu moins de galère avec les températures un peu élevées. Même si en février, il fait pas extrêmement chaud, mais il peut faire jusqu'à 30-35 degrés. Du coup, il a fait ce choix-là, et c'est respectable, mais, euh, mais c'était déjà stressant. Et en réalité, on apprend à 10 heures du départ que le départ va peut-être être reporté. À 5 heures du départ, c'est officiel. Il y aura pas de départ aujourd'hui, il y aura pas de départ ce soir. Et il est annoncé officiellement que 3 ou 4 heures avant le départ, que le départ est repoussé de 24 heures. Et là, tout le monde panique, tout le monde stresse. Du coup, faut rallonger son hôtel, faut rajouter une nuit d'hôtel, faut rajouter des restos, une petite logistique, enfin, plein de locations de trucs qui s'amoncellent, plus des déplacements d'avion. Moi, ça me voulait dire que je finissais pas la course, parce que je rentrais plus dans mes cut-offs d'un vol mercredi. Enfin, en tous les cas, finir la course mercredi pour avoir un vol jeudi, puisque j'avais une conférence le jeudi soir. Et voilà quoi, mon monde s'écroule pas, mais je me dis bon bah j'ai fait tout ça pour rien. Après, c'est des choses qui arrivent, mais voilà quoi, le gouvernement, je sais pas s'il a bien fait d'interdire la course. Je suis pas complètement sûr. Parce qu'en fait, quels étaient les risques du coup? Les risques sont énormes. Et en fait, les risques sont énormes on prend le problème globalement, c'est-à-dire sur le pays, il vient d'avoir un tremblement de terre. Euh, il y a des risques d'attentats un peu partout dans le monde. Donc évidemment, les forces de sécurité sont réunies autour des principales villes, des principales aussi principaux endroits qui ont souffert de ces intempéries. Mais les intempéries, s'il pleut pendant 24 heures, c'est beaucoup plus dangereux que s'il pleut que pendant 3 heures. En gros, moi, si j'avais été organisateur, comme je l'ai dit à Nelson, et c'est ce que je lui ai conseillé de faire au bout du compte, hein, à la fin, c'est de faire partir en petits groupes, quoi. C'est de dire, bon, bah, ça part en mode non compétition, et on part au début comme ça, et puis on donne le départ de plus loin, et comme ça, on part sous les intempéries, mais les rivières n'ont pas le temps de se remplir. Parce que un oued ou un wadi, enfin là-bas ça s'appelle des oueds qui se remplissent, ça se remplit 2, 3, 5, 10 mètres des fois. Et ça Ah, explose des d'accord. fois des ponts, des fois des rivières, des fois ça explose également des villages. Là, il s'avère qu'il y a quelques ponts qui ont pété, notamment sur le début du parcours.
Du coup, il fallait rerouter, etc. On a eu des longues discussions, notamment Nelson, moi, après il y a eu le gouvernement, etc. Je lui ai conseillé très fortement de prendre du tarmac jusqu'au CP1. C'est ce qu'il a fait. On a fait presque 100% de tarmac. Et il y a même un moment où j'ai dû prendre le lead du peloton, parce qu'on était une vingtaine ou trentaine devant. Et il y a la police qui est arrivée, qui nous a bloqués, qui nous a fait faire demi-tour. Il m'a montré une rivière pour preuve. Donc j'ai pris tout le peloton. On était 30 après. On a pris tout le monde dans le pare-choc. Du coup, on était 60, 90, 200, enfin presque 200. Je pense qu'on était une centaine, un groupe de peloton d'une centaine au pied du Tishka, quoi. Un col qui passe à 2000, mais c'est insensé, hein. C'est une course de VTT. On est un groupe de plus de 100 au bout de pas loin de 100 bornes. Bah, aucun intérêt pour moi, hein. C'est sympa, mais c'est une course de vélo sur route et j'ai fait ça pendant 20 ans. Enfin, j'avais pas envie de ça, quoi. Du coup, j'avais un peu ce truc-là en moi et puis après, ça n'a été que de mal en pis puisque Parce qu'au final, bon là, du coup, on est parti un petit peu sur le récit de course, mais à ce moment-là, moi, à un moment, je vois un message passer, comme quoi, bah, t'allais sûrement pas prendre le départ, du coup, parce que ça rajoutait une journée, t'étais plus dans les délais au niveau du vol. Et à la suite de ça, je sais que le changement d'itinéraire, lui, en tout cas, t'a permis de prendre le départ de cette course. non, c'est pas ça. J'ai hésité, donc j'ai émis l'hypothèse de ne pas pouvoir prendre le départ. Et voilà, c'était soit je prenais le départ, soit je prenais pas le départ. Et voilà, c'était soit je respectais l'orga, soit je respectais Adrien. Et je n'ai parlé avec Adrien. Qu'est-ce qu'on fait? On va où? Est-ce que tu veux partir en solo? Est-ce que tu veux continuer en duo? Est-ce que tu me fais confiance? Même si je vais devoir abandonner, je lui dis, mec, enfin, c'est clair que je vais devoir bâcher. Il me dit, ok, je respecte ça, mais je veux partir avec toi, quoi. Il me dit, du coup, on change rien et puis on fait, quoi. Après, franchement, dès ce moment-là, j'étais déjà plus trop dedans. Après, ça fait partie du jeu, quoi. En partant, ouais, toi, tu savais déjà qu'à un moment donné, de toute façon, il fallait que tu stoppes ta propre course. Bah, il aurait fallu que je fasse dans les trois premiers, quoi, au scratch. Ce qui est possible, mais bon, ce qui est très, très, très rare en duo de faire des top 3, quoi. Je te laisse reprendre en tout cas là où tu étais, au niveau du récit de course. Parce que bon, on a eu un petit peu ton état d'esprit en tout cas au niveau du départ. Et ouais, donc là, tu te retrouves en tout cas dans ce peloton de 100 personnes sur route. Ouais, je mène un peloton, ouais, d'une centaine de personnes parce que il fallait rerouter la course, parce que les autorités avaient besoin d'être rassurées, parce que l'organisateur a beaucoup d'autres chats à fouetter et notamment négocier encore avec la police, avec le gouvernement, avec les autorités, police, gendarmerie, garde royale marocaine, etc. Séduire tous les villages, toutes les régions traversées, et tout. Bref. Une bonne galère. Du coup, j'ai dit, bon, je gère le truc et on verra après comment ça se passe. Du coup, j'ai pris la tête. Et ouais, on est en pleine nuit, hein. Faut se rendre compte qu'on est au Maroc, on est en pleine nuit, il n'y a pas de lumière, il est 21 h. Personne n'a la map, hein, du coup, puisqu'on est hors map, puisqu'on est sorti du parcours initial pour chercher un autre parcours de repli qui n'existe pas sur aucune des cartes d'aucun des participants. Là, ils ont juste à me suivre, quoi, comme si j'étais le Messi. Le problème, c'est que moi, je connais très, 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 très bien le Maroc et très, très bien l'Atlas. Mais là, on était sur des inconnus d'un pont écroulé, de peut-être des pierres tombées, des tonnes de pierres tombées sur la route, ce qui est arrivé, hein. Mais ouais, c'est beaucoup de stress, d'inconnus et puis du tarmac, quoi, de la route. La route en VTT, c'est pas très très drôle. Donc là, ouais, la course, avant ça, c'est vrai que moi, j'ai regardé le suivi live. C'est vrai que sur le suivi live, au niveau de la map, c'était très compliqué en fait de comprendre même le sens de la course, parce qu'il y en avait un petit peu de partout. Et c'est que, bon, après, c'est que quand ça a repris vraiment l'itinéraire de base, plus tard dans la course, pour suivre un petit peu les premiers, c'était plus facile. Mais à ce moment-là, c'était un peu chaotique, effectivement, ouais. Et toi, du coup,
en avançant la course, en fait, à quel moment, donc là, tu es toujours en tout cas en duo avec Adrien, et à un moment, vous arrivez quand même à reprendre des sentiers, ou toi, tu as fait que du tarmac au Ah final? ouais, ouais, non, mais de toute façon, au CP1, je savais qu'on arrivait à Telouette, on arrivait chez Ahmed, mon ami Ahmed, que je connais très, très, très bien, et qui, je passais des bons moments à toute heure du jour et de la nuit, dans mes recos, dans mes entraînements, et voilà, qui est de l'autre côté du Tishka, donc l'autre côté d'une montagne et tout ça, mais qui a une très belle, qui a une très belle auberge. Moi, ce qui me plaisait, c'était d'arriver là, de voir Ahmed, de lui faire un câlin, qui me parle, et que je sorte de cette putain de course, quoi. De sortir de ça et me dire, c'est pas grave, quoi. T'es venu pour le Maroc, t'es venu pour Adrien et basta, quoi. Sortir de la performance. Donc on mange un truc, je commande des soupes, on mange rapidement. Je pense j'ai jamais vu autant de monde en même temps que moi à cet endroit-là, parce que j'étais genre 50e avec Adrien. Ce qui m'est jamais arrivé à cet endroit-là. Le pire que j'ai eu, je pense, c'était 13e ou 17e, et jamais, 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 je suis arrivé 50e. C'est pas de l'arrogance de dire ça, mais pour moi, c'était choquant et je me sentais nul, en fait, vraiment nul, hein, parce que je pense que c'est la première fois de ma vie que je suis si loin en ultra-endurance vélo. Et je mange, je bois, je fais deux, trois blagues et on se casse. Oh, je sais pas, on remonte, on part, du coup, on peut faire moins de temps que les autres, on remonte peut-être 40e. Et je roule et tout, je vois un mec qui nous passe, une fille, la première fille, je pense. Non, ouais, première ou deuxième fille. Nathalie Bayon, je crois, qui venait de me Ah oui. passer. Et là, je vois que j'avance toujours pas, quoi. Et j'avance vraiment à un niveau, enfin, de quelqu'un qui fait 60e, quoi. Et je regarde Adrien et je rigole, hein, parce que il me regarde et il me dit, mec, enfin, ça va pas. Et je lui dis, non, bah, je te mens pas, j'arrive pas, quoi. Et il me dit, t'inquiète. Et je lui dis, je te promets, mec, ça va revenir. Je suis désolé, je suis un peu ridicule. Donc on discute. Chaque fois, il m'attend, il me réattend. Il m'attend genre C'est- 40 fois, quoi. T'as déjà eu des phases comme ça par le passé sur des courses, ou des moments où tu sens que Ah, bien vraiment, sûr, j'ai en termes de commencé le vélo, puissance, oui, j'avais 5 ans. Évidemment que j'ai eu des phases comme ça toute ma vie. J'ai eu que des phases comme ça, mais là, on est sur un sport que je maîtrise. On n'est pas sur la PTL ou le marathon des sables. Là, je suis sur des intensités qui sont extrêmement basses pour moi. Enfin, je sais pas combien de watts je développe à ce moment-là, mais je pense que je suis à 150 watts. Je suis à une ouais. moyenne de ce que je développe sur 25 jours, quoi. Et j'avance vraiment pas, quoi. Je vois mes vitesses instantanées, je fais des erreurs de débutant sur des phases techniques et tout. Je vois que j'ai tout à gauche, toutes les montées, mais je suis nul, 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 nul. Et, euh, et je suis triste, quoi. Et en fait, j'arrive même pas à pleurer, à crier, à machin. Je me dis, mais c'est tellement, tellement ridicule d'être à ce point-là. Et je lui dis, je sais pas ce qu'il y a, mec. Il me dit, bah, t'es malade, hein. Et, et il me dit, bon, je pense que tu sais. Je dis, bah non, je sais pas. Il me dit, je pense que t'es malade. En fait, lui, sa pensée profonde, c'est de croire que j'étais cramé, en fait. Mais c'est possible, hein. Mais en fait, dans ces cas-là, je suis cramé tout le temps parce que ces phases-là, ça m'arrive à chaque course, mais ça m'arrive au bout de 2 jours, 4 jours, 7 jours, 12 jours. Et je creuse ma tombe. Mais quand tu creuses ta tombe sur la Tour Divide au bout de 12 jours ou 14 jours, c'est moins grave que d'être dans le dur au bout de 200 km ou 300 bornes sur une course. Et là, j'ai à peine fait 200 bornes, quoi. Donc voilà, donc il s'arrête, il rigole, il me prend en photo, en vidéo, et des fois je me relance, je me dis, ouah, ça va le faire et tout, et putain, j'ai pas d'énergie dans la pile, quoi. Donc au bout d'un moment, je le regarde, je dis, mec, franchement, franchement, j'ai vraiment, vraiment pas l'énergie, c'est ridicule, mec. Franchement, t'aurais dû partir en solo. Non, mais t'inquiète, on va rigoler comme ça. Je dis, bah ouais, je sais pas si on va trop rigoler. Et, euh, et voilà, du coup, je lui dis au bout d'un moment, franchement, j'ai quelqu'un qui peut venir me chercher à Ouarzazate dans 5-10 heures. Il était genre 4 heures du matin, hein. Et il me regarde, il me dit, ouah, tu vas faire ça. Et en fait, 3-4 heures après, je lui redis, je lui dis, mec, t'entends, c'est Ouarzazate à droite là. Et il me regarde, il fait, bah ouais. Et il me regarde, il fait, ok, j'ai compris. Je dis, bah ouais, je pense que
je pense que je rentre à la maison, quoi. Parce que je me disais, je vais à Ouarzazate, il y a 50 000 restaurants cafés, je me mets trois cafés, trois jus de fruits, je suis refait, quoi. Et toute cette souffrance, elle est terminée. Ah, Et en fait, je le regarde. Alors, ça m'arrive jamais ces phases-là. En tout cas, je me dis, bon, bah, des fois, je me pose, je dors 1 heure, ça va aller. Mais je le regarde, il me regarde et il me dit, allez, bien, fais-moi un câlin, il me dit. Et on se salue. Il me dit, attends, on boit un café ensemble avant. Je dis, ouais, bon, on essaie de trouver un café, évidemment. À 6 heures du mat, c'est compliqué au Maroc, surtout à cet endroit-là. Et je dis, vas-y, Adrien. Je dis, par contre, fais-moi un putain de top 10. Je lui dis, mec, là, avec les jambes que t'as, hein, sans te mentir, tu vaux top 5 du scratch. Mais fais-toi plaisir, quoi. Amuse-toi, profite pour moi, et voilà, quoi. Et du coup, on se tape dans la main, on se fait un câlin, il se casse. Et je suis triste pendant genre 1 heure, vraiment dans le dur. Je vois des taxis brousse passer devant moi constamment. Et je manque de monter dans un parce que je me dis, mais il me reste 45 bornes pour aller à Ouarzazate. Franchement, c'est une course d'ultra, là. J'ai pas du tout envie d'y aller. Et voilà. Et ma course s'arrête là. ouais, donc c'est là en tout cas où on a bien compris, c'est un moment qui est pas facile. Euh, D'ailleurs, tu as posté quand même une très bonne vidéo qui représentait bien ce moment-là. Et pour un petit peu finir, en tout cas sur on va dire la partie course performance avec Adrien, est-ce que tu peux juste nous parler, toi peut-être qu'il y a eu deux trois retours plus précis sur sa course, comment il l'a vécu et surtout sa place finale. Ah non, mais Adrien, de toute façon, je savais que là, vu les jambes qu'il avait, l'entraînement qu'il avait, la confiance parce que je le connais très très bien, Adrien, ça, on a à peu près le même niveau, mais Adrien, on a toujours bataillé il a toujours fini soit juste derrière moi, soit machin, mais c'est un mec, on a le même niveau, quoi. Du coup, au scratch, je savais qu'il valait être top 5, quoi. Et à deux, je pensais qu'on ferait un truc de dingue. Et du coup, quand il repart, je lui dis, bah vas-y, fouette-les, quoi. Il repart, il remonte 25 places dans la nuit, ce qui est genre énorme. Mm. Le soir, il est déjà 25e, après il remonte 15e le lendemain. Et, euh, et là, je lui dis, bah, mets les gaz, hein, mets à fond pour voir. Et je pense que bien énervé, sans tout ça, il aurait fait, je pense, c'est une projection, mais je pense qu'il aurait vraiment entre 3 et 4e, parce que c'était son niveau. Vu ses vitesses instantanées, vu comment il finit et tout, il me dit même, ouais, je me suis arrêté à la fin pour avoir le lever du soleil et arriver pour le petit-déj, quoi. Parce que, en fait, il n'y avait pas d'enjeu pour lui. Il a fait 9, 8 ou 9e du scratch, mais il serait bien énervé. Ouais, je pense qu'il fait 3 ou 4. Et alors que sa bataille est très très fort devant. Et ouais, c'était assez impressionnant de le voir remonter tout le monde, de le voir un peu parler avec tout le monde, prendre des photos, machin. Il a vécu sa course, il s'est amusé, il a découvert l'Atlas différemment, parce qu'il avait déjà fait, mais il est allé un peu plus loin, direction Essaouira, il est basculé anti-Atlas et tout, et il a vécu d'autres montagnes que j'ai déjà traversées plusieurs fois et qui sont vraiment cool. Du coup, non, il a vécu son truc, il a vécu sa course, c'était cool. Je pense qu'il a pris beaucoup de plaisir. Là, il est déjà reparti d'ailleurs vers l'Atlas pour encore découvrir des endroits et tout ça, et peut-être qu'il va retourner soit vers la mer, soit du côté de Dakar, j'en sais rien, ça va dépendre de sa copine Sophie, mais il est déjà reparti vers d'autres aventures, il m'en voulait pas, il m'a envoyé plein de messages de soutien, parce qu'il s'est dit, là, le mec, il a débranché, quoi, parce que je m'en voulais grave, hein, profondément, je suis pas un mec qui bâche, quoi, je suis pas un mec qui abandonne, du coup, c'était un peu dur, mais non, il est fier de lui, je pense, il s'est amusé, et puis, bah, il fait quand même une belle performance au final, donc bah, tout le monde est content. Et puis pour toi, du coup, ça s'est passé comment après ces derniers jours, en tout cas d'après course? Tu vois, là, bon, on t'a quitté, là, t'étais au café en train d'attendre du coup une voiture ou de quoi te. Ouais, en fait, c'est quoi t'attendais pour revenir à vélo à. Ouais, ouais, là j'ai fait une vidéo. En fait, j'ai voulu au bout de 5 minutes, Adrien me laisse, le soleil se lève, je m'arrête sur le côté et je dis là, faut que j'explique aux gens. Parce que je crois qu'ils comprennent pas ce que ça me fait. Parce que quand c'est ton métier, c'est encore autre chose évidemment, mais c'est surtout que
bah, c'est ma vie le vélo. Clairement, j'ai passé ma vie sur un vélo. Donc quand j'abandonne un truc qui a constitué ma vie, je m'abandonne un peu aussi. Et quand je dis que j'en ai marre de tout ça, bah ouais, c'est dur. C'est dur à accepter pour les gens qui me connaissent, c'est dur à accepter pour certaines personnes du milieu et même un abandon, quoi. C'est toujours dur à accepter, surtout pour moi. Et du coup, j'ai expliqué. Et après, il me restait ces 45 bornes. Du coup, j'éteins le téléphone, je poste mon réel et je me dis, bon, allez, Warzazat. Je suis allé dans un café et j'ai attendu mon pote Rachid qui est venu me chercher. On a mangé tout ce qu'on voulait, bu tout ce qu'on voulait. On s'est amusé. Je lui ai dit de m'amener une bouteille de whisky. Bon, on n'a pas bu une goutte à ce moment-là, mais en fait, j'avais juste envie d'oublier, quoi. Et de me dire demain est un autre jour. Et, euh, et voilà, et le lendemain, dès le lendemain, je me suis senti mal en fait toute la nuit. J'étais assez malade. Du coup, je lui ai dit, mec, faut que j'aille chez le médecin. J'avais des rendez-vous avec une comptable et tout de Marrakech pour des projets que j'ai là-bas, notamment l'achat d'une maison. Du coup, j'avais des choses qui étaient plus tard dans la semaine que je pensais faire bah, juste avant mon vol. Et du coup, j'ai tout mis le lendemain. Et, euh, et en voyant la comptable, elle me dit, vous avez pas l'air bien et tout. Je vous envoie quand même à l'hôpital ou chez le médecin. Et je lui dis, bah, essayons les deux. Et je vais chez un premier médecin, il y a genre 30 personnes devant moi, un deuxième pareil. Et après, elle m'envoie chez un médecin militaire là qui m'a examiné, qui avait tout le matos pour examiner un gars de A à Z. Et puis il me dit, en gros, mec, t'es en burn-out, quoi. T'as un syndrome grippal fort, mais t'es surtout très très fatigué, quoi. T'as une grosse tension. Donc reposez-vous, monsieur. Voilà. Et puis 2 jours après, j'avais mon vol. Euh, du coup, bah, j'ai fait mes trucs et puis le lendemain, ça partait. Non, le lendemain, j'avais mon vol. Du coup, j'avais avancé mon vol. Donc voilà, c'est le jeu. Ouais, c'est malheureusement c'est des choses qui arrivent parfois. C'est vrai que bah, avec le principe de ce podcast-là, c'est vrai qu'on fait la partie 1 avant course, puis on sait jamais trop comment ça se passait. Mais en tout cas, surtout avec toi, on a vraiment le retour le plus proche de la réalité en tout cas, et ça fait vraiment plaisir. Même si j'aurais préféré te voir finir la course avec Adrien en duo et en tête. Ouais, Mais c'est gentil. bon, ce sera peut-être une prochaine fois, je sais pas, ce sera sur cette course ou sur une autre. Mais toi, d'ailleurs, tu penses plutôt faire après des courses comme ça en duo dans le partage? C'est quelque chose Ouais, on qui te verra, tente mais pour pour l'avenir? l'instant, oui, j'ai bien envie d'en faire quelques-unes. Après, si j'en fais, ce sera peut-être en forme, ça sera peut-être différemment, et puis voilà. Mais là, j'étais clairement pas dedans. J'étais pas dedans, j'étais fatigué, et puis non, non, j'ai mille autres objectifs que cette épreuve, mais non, j'avais envie de partager ça avec Adrien. On aime beaucoup ce pays, on aime beaucoup cet univers, on aime beaucoup l'Atlas. Après, oui, il y aura peut-être d'autres courses. J'en ai déjà qui sont programmées cette année, qui sont en solo. Et puis voilà, mais il faut se rendre compte que c'est pas des courses gratuites. Hein, c'est l'équivalent d'un Ironman tous les jours pendant 10 jours, quoi, Mm. pour certaines personnes en temps. Donc, voire beaucoup plus. Donc c'est pas très très facile à organiser, à préparer, puis c'est une fatigue qui est quand même centrale. On peut pas en multiplier 10 dans l'année. Du coup, bah, j'ai une course de 500 qui est prévue en mai. J'ai l'UTMB Chianti là dans 30 jours à pied. Et puis là, je pense que je vais reprendre beaucoup plus la course à pied, beaucoup plus une prépa physique générale jusqu'à avril, mai. Et puis après, on va tranquillement préparer une ou deux courses d'ultra vélo plus l'UTMB et basta quoi. Ça sera mes trucs de l'année, mais pour l'instant je me prends pas la tête, j'ai pas de stress, j'ai juste envie d'être heureux et de ne pas me prendre la tête avec tout ça pour l'instant. Ça viendra quand ça viendra. Et puis pour revenir sur cette course-là, il y aurait quelque chose que tu aurais fait différemment pour éviter ce problème, même si je pense que du coup, peut-être que en tout cas, la finalité était sûrement inévitable. Mais est-ce qu'il y aurait des choses quand même que tu aurais pu changer? J'en sais rien. Oui, évidemment, j'aurais pu changer 15 000 choses, mais au fond, quand je fais quelque chose, c'est que je le pense bon.
Et quand je calibre les choses de ma vie, c'est que je pense que c'est les choses qu'il faut faire. Après, on peut toujours changer, croire qu'on va révolutionner le monde de l'entraînement, de la préparation physique, de la récupération. La vérité, c'est que je fais 15 000 choses par jour, par an, et que je les cumule depuis quelques années et je commence à être un peu fatigué. J'ai 4 ou 5 000 participants sur Gravelman par an. J'ai des projets immobiliers au Maroc, j'ai d'autres projets de préparation de training camp un peu partout en France et en Europe et dans le monde, enfin que j'ai monté il y a une dizaine d'années qui s'appelle Super Ride que je vais sans doute relancer parce qu'on me le demande. Et puis moi quoi, quand je fais des conférences, je dois aller travailler. Quand je fais de l'influence, ce qui est très rare, mais je dois les préparer aussi. Quand j'ai de la présence sur des events, faut que je la prépare. Et puis après, faut avoir un peu une constance d'entraînement physique, mental et de tous les instants pour pouvoir pratiquer ce sport à un niveau comme ça. Mais ouais, ça changera. Ça changera. Pour l'instant, j'étais autant athlète qu'organisateur. Peut-être qu'à l'avenir, je serai un peu plus organisateur qu'athlète ultra et puis quand j'en aurai marre je ferai du voyage et uniquement mes aventures, j'en ferai une par an comme font tout le monde et puis basta quoi. Ça serait plus facile pour moi à vrai dire de faire ça, mais j'aime me confronter à des gens qui sont plus forts que moi pour voir la réalité du terrain et pas mentir à tout le monde et faire croire qu'on est le champion du monde alors qu'on a traversé sa rue quoi. Moi c'est pas trop mon genre, j'aime la vérité en fait. J'aime montrer ma vérité du moment. Et là, elle était pas très, très glorieuse, mais c'était ma vérité de l'instant et ça changera. Ouais, je te remercie encore pour ça. En tout cas, ça c'est top de pouvoir te suivre et vraiment voilà d'avoir ce sentiment de vérité. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut te suivre? Tu peux faire comme ça ta petite promo, même si je pense que la plupart des gens qui écoutent le podcast ont déjà les réponses à ces questions. Mais pour les quelques-uns qui te connaîtraient pas, où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Bah, sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, partout. Après, c'est plus souvent sur Instagram. Après, j'ai une chaîne YouTube qui est assez bien fournie pour mes documentaires, pour tout ce qui est un peu plus long que des vidéos de 3 à 5 minutes. Mais ouais, l'idée, c'est de transmettre, c'est de faire vivre des choses. J'ai encore des documentaires qui sont à la télé, donc voilà quoi. Il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à transmettre, mais moi, ce que j'aime, c'est montrer un peu cette réalité du quotidien d'un athlète ultra-endurance à vélo, et puis d'un organisateur d'épreuves, et puis d'un Mm. humain avant tout. Alors, ouais, tout le monde a son petit storytelling, son petit board de choses et de gens qui font rêver ou pas. Moi, j'essaie de pas trop polisser ma vie et de montrer ce que je suis vraiment. Je suis un peu la même personne sur les réseaux sociaux que je suis dans la vie. Un peu plus sympa, je pense, mais voilà, j'essaie d'être moi-même. Et je vais te demander de prendre ta casquette d'organisateur de course pendant quelques instants. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton épreuve, le Gravelman? Bah, c'est assez simple. Moi, Gravelman, ça a été monté il y a quelques années avec un rêve idéaliste, c'était de transmettre un peu de ce que je fais sur des épreuves ultra ou des aventures de 1, 2, 5, 10 jours, sur un concept qui était simple de 350 km à la base, en gravel ou en route, parce qu'à partir de 350, 300, 350 km, on est presque obligé d'avoir un bout de nuit, ou en tous les cas un début ou une fin de nuit. Et, euh, et l'idée de ces épreuves, c'était d'arrêter de faire uniquement rêver les gens à travers des documentaires, les réseaux sociaux, etc., et de les mettre en action, de les prendre et leur dire, bah vas-y, tu fais ton Gravelman 60, 80, 100, 120 km ou 350 ou 200 ou 600, 700 maintenant. Et des gens ont progressé, des gens sont partis de 350 km et maintenant font des épreuves de 1000, 2000 et beaucoup plus même, parce que
J'ai encore 2 copains qui ont fait l'Atlas Mountain Race et qui sont partis de Gravelman pour arriver à la MR, pour arriver à des grosses courses comme la Tour Divide ou d'autres choses. Et je suis très content de ça, de gens qui se réalisent et qui aillent qui vont au bout de leurs rêves parce ils sont juste passés par un endroit à un moment donné, croiser des gens qui leur ont dit, bah, fais, tu vas voir, tu vas découvrir des choses un peu exceptionnelles en toi et ça marche. C'est cool. Et au niveau des épreuves, géographiquement, elles sont situées où ces épreuves? Oh, il y en a partout en France et en Europe. Aujourd'hui, là, je prépare actuellement Gravelman Brace qui est dans 15 jours exactement. Juste après, il y a Gravelman Toscane à Florence. Après, on part dans le Occitanie, Beaujolais. Beaujolais, Auvergne, Mont-Blanc. Après Mont-Blanc, ça sera Val d'Aoste, je pense. Ensuite, Girona. Et ensuite, peut-être un Paris, peut-être un Deauville, je sais pas, ou peut-être les deux. Pour la fin d'année, mais c'est 12 épreuves par an, un peu dans toutes les régions. Là, j'étais dans les Flandres ce week-end, on était à Roubaix. Et ouais, c'est cool de faire bouger les gens un peu partout en France et en Europe. Et ça se passe bien, ça plaît bien, ça continue de grandir, en tous les cas de progresser. Et je suis content de ça, je suis assez fier de ça, que les gens soient contents aussi et fiers à travers ces épreuves qui maintenant sont un peu connues et reconnues dans le monde du vélo. Et puis moi, ça me fait sourire parce que là-bas, je suis qu'un pirate qui a envie de mettre les gens dehors, hein, et puis c'est tout, quoi. Bah écoute, en tout cas, je mettrai le lien vers le site dans la description du podcast pour ceux qui veulent aller voir, ceux qui connaissent pas, ceux qui veulent aller se renseigner. Il y aura toutes les infos, comme d'habitude, en description de l'épisode. Donc n'hésitez pas à aller Ok, checker en tout cas le site internet de l'épreuve. Et ok. on approche gentiment de la fin de l'épisode. Petite question, mais tu as abordé ça déjà tout à l'heure, un petit peu tes projets futurs. Là, on va te retrouver les grands axes. Donc, j'ai compris, il y a l'UTMB. Un petit peu, voilà, les grands axes où on va te retrouver cette année 2024. Ouais, moi, c'est assez simple. Là, il va y avoir UTMB Chianti dans 25 jours, qui va être une course de 75-78 km, où je vais essayer de m'amuser pour une fois à pied. Parce que c'est pas très très long, mais en même temps, c'est un format où il faut quand même courir assez vite. Pas beaucoup de D+, du coup obligé de courir, pas un format idéal pour moi. Le mois d'après, beaucoup de Gravelman. Le mois d'avril-mai, c'est toujours assez chargé pour moi. Ensuite, j'ai la Trans-Balkan Race le 1er juin, enfin je crois que c'est même le 30 mai. Et là, il y a 2000 bornes. Dans les Balkans, départ Slovénie, arrivée Monténégro, là c'est vraiment découverte pour moi. J'ai vraiment envie de retourner en Monténégro de cette manière-là. Et puis, non, j'ai hâte de retrouver ça. J'ai hâte de retrouver aussi des sensations à VTT, mais c'est assez loin, ça me laisse le temps. Là, je vais passer du temps en gravel. Ah oui, avant le 1er mai, j'ai la The Traka 500. Où là, c'est bah, Ah, clairement une course de Formule 1 pour moi, parce que ouais. Je- là, il y a les meilleurs du monde sur toute cette semaine-là. Il y a des courses je crois, de 50 à 500 bornes. Moi, je fais la plus grosse, mais ouais, ça va rouler vite. Et sinon après, j'ai Bright Midnight, la course de Justinas, 14 juillet normalement, en Norvège. Et puis après, UTMB fin août. Et c'est tout. Il y aura peut-être une ou deux courses de trail et une ou deux courses, un ou deux training camp de trail. Et puis voilà, mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Si je fais des courses, ce sera des courses de prépa et puis rien de beaucoup plus que 2-3 séjours un peu partout en France, je pense, pour aller voir mes gravelman, essayer de travailler tous ces projets et puis de passer un peu de temps en montagne. Ok, cool. Et l'axe un peu trail là, de cette année, c'est dû à quoi là, le fait d'axer un peu plus sur la course à pied? Ouais, c'était déjà arrivé. En fait, je fais 1 an sur 2 normalement. Il y a 2 ans, Ok. j'avais fait Marathon des Sables, j'avais préparé la PTL, j'avais fait quelques courses de trail. Là, en septembre-octobre, j'ai terminé UTMB à Nice.
j'ai toujours des courses de trail. Après, c'est des formats qui sont quand même assez courts pour moi. Enfin, ça dure jamais beaucoup plus de 30 heures, sauf la PTL. Donc, on récupère assez vite, même si musculairement, mentalement et tout, ça tape un peu. Si on court pas à bloc, on n'est pas complètement défoncé, quoi. C'est pas une course de 7 jours, en gros. Et ça me plaît bien de ne pas être attendu, ça me plaît bien de ne pas avoir de pression, ça me plaît bien de faire des courses totalement détendues au niveau du résultat, et puis essayer de m'amuser un peu parce que ouais, ça fait quand même un petit moment que je me suis pas amusé sur un vélo ou dans des chaussures, donc je vais essayer de perdre 5-6 kilos, de m'amuser comme je veux, et puis de m'amuser, de retrouver des gens que j'aime beaucoup et de partager au max avec des humains, quoi. Eh bah écoute, c'est cool. En tout cas, hâte de pouvoir un peu suivre ça de près ou de loin, en tout cas sur les réseaux notamment. Écoute, bah, on arrive sur la fin de l'épisode. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Bah, juste d'être heureux, le reste, je m'en fous. Après, après, si je peux rendre des gens heureux sur Gravelman, et puis voilà, ça me plaît. Mais ouais, en réalité, ce que je veux, c'est juste avoir de l'apaisement, être content dans ma pratique, puis de mettre des gens dans des chaussures. Le reste, ça viendra et j'en serai très content, évidemment. Mais la priorité reste d'être content de ce que je fais et de ce que je suis. Voilà. Écoute, bah, merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir pris le temps et d'être venu faire cette partie 2 de débriefing, malgré que ça soit pas passé comme prévu. En tout cas, j'apprécie vraiment d'avoir passé du temps avec toi sur ces 2 épisodes. Et j'espère que ça sera le cas pour ceux qui l'écoutent. Ouais, bah ouais, c'est toujours un plaisir d'avoir des sollicitations médiatiques, que ça soit la tienne ou des plus grosses, et c'est très bien. Moi, je suis très content de partager, sinon je le ferais pas. Et voilà, ça fait partie du jeu. C'est cool que tu fasses ce podcast et que tu continues à balancer des histoires de gens vrais, et voilà, continue comme ça, mec. Voilà. Puis dans l'idée, bon, un peu en avant-première, il y a, je sais pas si c'est déjà fait par d'autres podcasts, mais en tout cas, j'ai lancé un Discord dans lequel il y Ok, a pour ceux qui ne connaissent pas, il y a différents salons, on peut parler. Et l'avantage de Discord là, c'est de pouvoir échanger entre auditeurs du podcast, mais également avec les invités. Donc, toi y compris si tu veux participer. Autour de salons, par invité, ça permettra de parler du projet en cours, de publier des photos, des vidéos, des textes. Les gens pourront interagir entre eux et également et surtout sur les projets futurs des participants. Donc ça d'avoir un suivi un petit peu continu pour ceux qui veulent en tout cas poster et participer. Voilà, c'est une idée que je lance là, qui est ok, disponible. Donc il y aura le lien aussi en description du podcast. Et voilà, en espérant que ça prenne et que ça crée vraiment quelque chose de nouveau et surtout de l'intérêt pour le sport dans sa globalité. yes, ok. Bah merci à toi. Merci Steven. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.